Bonjour tout le monde. Je commence en français cette fois. Parfois, je commence en anglais. Donc, déjà, ça commence bien. J'ai mon café. Je fais un petit test au niveau du son. Est-ce que vous entendez la musique? Donc, je joue un peu de musique. C'est pas ma musique, mais vous allez voir plus tard, ça pourrait l'être. Je vais juste l'arrêter au cas où vous n'entendez plus rien. Et ça ressemble à... Alors, vous ne pouvez pas voir, mais je vais l'arrêter là. Et voilà, de retour et bienvenue à ce Café Infini. C'est peut-être le 5e que je fais. Et comme d'habitude, j'ai plein de choses à partager avec vous. Vous voyez un peu le décor a changé un tout petit peu. C'est pas vraiment pour me vendre exactement, c'est que c'est quelque chose que j'ai fait cette semaine. J'ai créé deux affiches et je vais vous les montrer pour vous montrer que je fonce, j'essaie d'aller vers l'avant dans mes efforts, comme toujours, pour vous aider à voir comment quelqu'un comme moi peut le faire, et donc vous pouvez le faire aussi. Comme d'habitude, pour l'instant, j'ai divisé, enfin j'ai plusieurs rubriques, je vais vous montrer. Donc je partage l'écran et vous allez voir que nous avons une semaine sur Terre. Je dis une ou deux choses qui m'est arrivé cette semaine, qui pourraient être intéressantes. C'est jamais juste parler de moi. Il y a toujours, je choisis les choses avec un message, les choses qui m'ont frappé parfois pendant la semaine. Une métaphore parisienne. Ça vient de mon livre que je suis en train d'écrire. Des métaphores basées sur Paris qui m'aident à voir la vie plus claire. Après, provocateur de pensée, ça c'est normalement, c'est un livre que je suis en train de lire ou un article ou quelque chose que j'ai fait, quelque chose que je peux partager avec vous. Une sélection créative. Là, je partage mes dernières créations. Ça peut être les photos. Normalement, c'est les photos, les textes. Parce que je publie chaque jour, je publie une photo créative de Paris avec un texte inspiré par ça, qui fait normalement réfléchir un peu. Ou ça peut être un tableau, ou un poème, bientôt peut-être la musique, qui sait. Et après, bizarrerie et curiosité, j'aime bien ça en français, bizarrerie, c'est des trucs bizarres, on va voir. Et questions et réponses, avant j'appelais ça questions et... Non, oui, effectivement, questions et réponses. Mes réponses, c'est comme si j'ai les réponses à vos questions. C'est pas forcément ça. C'est plutôt que je réponds à ce que vous m'avez dit ou ce que les gens m'ont dit, posé questions pendant la semaine. Mais c'est pas que j'ai la solution. C'est pas question et solution. Vous voyez la différence un peu. OK. Je reviens vers vous pour l'instant. On commence avec une semaine sur Terre, mes amis. Sur la Terre, comme habité par moi-même. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais créé un nouveau groupe Facebook et c'était un peu pas contentieux, mais j'ai risqué, comme assez souvent dans ma vie, de remuer des choses. J'ai tendance à faire des choses qui, je ne suis pas un rebelle, mais qui sont un peu moins conventionnelles. Et il y a des gens qui aiment ça, ils apprécient, même s'ils n'aiment pas ce que je fais, ils aiment le fait que je l'ai fait. Et c'est peut-être en quelque sorte pour ça que je le fais parfois. Et bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas touchés par ce que je fais, tout simplement. Et après, il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais. Ça, c'est très bien. Il n'y a aucun souci avec aucune de ces catégories. Si je ne touche pas des gens, je peux dire que c'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Si les gens aiment ce que j'ai fait, c'est formidable, le meilleur du monde, des mondes. Mais s'ils n'aiment pas, en fait, j'ai développé l'idée que ça ne me concerne pas. Ça parle de eux. Et ils ont tout à fait le droit de ne pas aimer telle ou telle chose. Donc, je me protège en quelque sorte en disant que ça ne me concerne pas, leur avis. La dernière chose que je veux faire, c'est blesser des gens. Mais
si on essaie d'être un peu original, on risque d'avoir des gens qui n'aiment pas trop ce qu'on fait. Mais sinon, on ne ferait rien. On peut s'installer sur le canapé tous les jours et ne fait pas de mal à un souris, on dit ça. Mais on ne va pas progresser non plus. Donc, j'ai commencé ce groupe. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour l'instant. C'est sur cette page-là. Et ça s'appelle... bon, déjà, ça c'est le groupe sur Facebook, Infinity Coaching. C'est en anglais plutôt. Et ça, c'est le groupe aussi en anglais qui s'appelle Wannabe Self-Help Guru Recovery Forum. Et ça veut dire, c'est censé être rigolo. Ça veut dire, c'est un groupe pour les gens qui voudraient bien être des sortes de gourous, des demi-dieux dans le monde de développement personnel. Et ma petite blague, en fait, je me vois comme ça. J'ai fait 2 ou 3 stages dans le développement personnel. Je croyais tout de suite que j'allais être une sorte, c'était pour moi, j'allais être une sorte de gourou. Je sais que gourou en français, la connotation, c'est beaucoup plus négative qu'en anglais. En anglais, gourou, c'est quelqu'un qui est quand même respecté, qui est tellement connu dans sa domaine que c'est la sorte de demi-dieu dans sa domaine. En français, c'est un peu plus péjoratif. Mais on est tellement loin de ça, on est tellement loin d'être un gourou, d'avoir tout compris, etc. Et même l'idée, c'est un peu comme les présidents. Ils disent que les présidents d'un pays, c'est la personne la moins qualifiée pour diriger le pays, parce qu'il voulait être président. Donc, c'est l'ego qui parle. Et c'est un peu comme ça. J'ai vu ça un peu avec le domaine de développement personnel. On a tellement envie d'aider des gens, mais quand même, il y a beaucoup d'auto-agrandissement, je dirais. Je ne sais pas si ça existe comme phrase. Se vanter, on va être vu comme l'expert et tout ça. Et en France, on est obsédé par cette idée d'expert. Ça fait même partie des titres officiels de certains experts comptables. En anglais, on ne dit pas qu'on est un expert. Si quelqu'un va nous dire qu'on est un expert, c'est quelqu'un d'autre qui le dit, pas nous. On est trop humble, on va dire. Et donc, je voulais me moquer un peu de ces gens-là, mais moi y compris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans le cadre de cette démarche, j'ai eu l'idée de créer une liste, une longue liste. Je vais revenir vers vous. J'avais l'idée de créer une grande liste de toutes les techniques plus ou moins bizarres, ridicules, ésotériques, farfelues, fascinantes, étranges, qui existent pour aider des gens à sentir mieux, peu importe leur problématique. Donc, ça peut être, il y a plein de choses, hein. Ça peut aller des choses vraiment ésotériques comme, je sais pas, l'astrologie ou le tarot ou les cristaux. C'est pas loin de lire les tasses, hein, lire les restes de café dans les tasses et tout ça. En passant par les choses qui sont bien connues, mais qui ne sont pas forcément moins étranges, comme l'hypnose, il y a communication non violente, il y a, je sais pas, même les trucs comme les cartes mentaux, gestion mentale, il y a plein de choses. Et je critique aucun. Sauf que, au début, je voulais créer une liste où j'ai quand même me moqué grave de certaines de ces techniques. Ce qui s'est passé, c'est que, en disant publiquement que j'allais créer cette liste, j'ai même demandé des noms je voulais une grande liste de toutes ces techniques-là. En faisant ça, en ayant des réactions ou pas de réactions, je dois avouer qu'il y avait peu de réactions, ça m'a permis de voir les choses différemment. Et maintenant, je suis plutôt de l'avis que je vais mettre ça à côté pour l'instant. Peut-être je vais créer une liste de toutes ces techniques avec des petits commentaires, mais je ne vais pas forcément faire une vidéo comme j'allais faire sur chaque technique où je risquais de quand même me moquer un peu. Parce que ça m'a permis de voir plus grand
en ayant cette idée, je me suis rendu compte que, ah tiens, c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Je vais aller un peu plus doucement. Et en plus, de plus en plus, je vois que chaque technique, c'est juste l'étape intermédiaire entre ce qu'on veut vraiment. Ça peut être la bonne heure. Ça peut être échapper de nos maux, de nos problèmes. Et souvent, la technique, c'était une étape. Et moi, je suis de plus en plus de l'avis que l'étape, la modalité, ce qu'on fait, c'est de moins en moins important si ça nous aide à parler, à libérer certaines choses et d'avancer. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'étais hier à une soirée française. J'étais invité et principalement par quelqu'un qui voulait m'aider dans mes démarches et principalement avoir un cabinet dans un centre médical. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, même si la psy, c'est omniprésent. On est d'accord. La psy, c'est juste ce qui se passe ici. On a tout ça, a priori. Et donc, cette personne, hyper gentille, d'origine italienne, il essaie de comprendre ce que je faisais. Et dans sa tête, quelqu'un qui allait être installé dans un cabinet, ou même pour avoir le succès en France en général, attirer des clients, il fallait suivre quelques règles. Il y avait des normes à respecter. Par exemple, je lui ai montré un petit certificat, pas parce que je voulais dire regarde ce que j'ai fait, mais plutôt parce que il y avait quelqu'un d'autre qui voulait savoir quel genre de certificat il donnait après tel ou tel stage. Et j'ai montré. Et tout de suite, il a sauté sur ça parce que ça entrait dans son univers. Il savait ce que c'était, un certificat qui prouvait que tu avais fait des années d'études. Et pour lui, ça, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et tout de suite, il a sauté sur ce petit certificat que je ne veux pas dire grand-chose. Et c'était comme moi, j'étais incarné par le certificat. D'une façon, il avait raison parce que il voulait me vendre. Et lui, il voulait un produit facile à vendre, c'est-à-dire un produit que les gens comprennent. Ils savent de quoi il s'agit, parce que ce que je fais parfois, surtout dans la psychopédagogie, aider des enfants avec des problèmes et leurs parents avec des difficultés d'apprentissage, c'est pas toujours clair, parce qu'il y a des centaines de professionnels de toutes sortes. Et donc, il avait raison. En même temps, mon métier, ce qu'il n'a pas compris, à un moment donné, il a expliqué un truc à moi, il m'a traité comme enfant, il a dit, non, tu n'as pas compris. Je vais le redire. Il a même commencé à parler lentement. C'est comme la blague où on dit, tu es en train d'écrire, ok, tu n'as pas compris, je vais taper très, très lentement pour que tu comprennes. C'est un peu comme ça. Et moi, je suis dans le domaine où mon boulot, principalement, c'est d'aider des gens à enlever leurs croyances, leurs croyances limitantes. Les choses qui ont été imposées, collées sur eux, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, ils ne se rendent même pas compte. Et lui, il était couvert de ces trucs-là. Il était dans une sorte de manteau imperméable. Il savait ce qui était correct. Il savait ce qu'il fallait faire. Il ne comprenait pas trop la profondeur de ce que je fais. Parce que j'essaie d'aider les gens à enlever les étiquettes, même s'ils ne se rendent pas compte qu'ils les portent. Et il était tellement entranché dans ses croyances, c'était presque impossible pour lui de voir que mon travail, c'est de faire ça, c'est d'enlever ses croyances qu'il était en train de démontrer formidablement, en disant non, en France, c'est comme ça. Il faut avoir un certificat. Je veux bien que tu aies une méthode originale et tout ça, mais en France, c'est comme ça. Tu ne vas pas attirer les clients si, au premier regard, ils ne se reconnaissent pas, ils ne voient pas le certificat, etc. Bon, petite anecdote pour dire que
les étiquettes sont tellement ancrées, sont tellement difficiles à décoller, sont tellement difficiles à percevoir même, que c'est un challenge. Le premier challenge, c'est de se rendre compte qu'on a des étiquettes comme ça, qu'on a des croyances qui nous limitent, mais comme ça, comme ça. Moi, je suis arrivé à un point où si je ne vais pas rentrer dans un cabinet à côté des médecins parce que je ne rentre pas dans cette moule-là, j'irai pas. Absolument pas. Pourquoi j'irai? Peut-être j'irai pour toucher des gens que je ne toucherai pas autrement. Ça, c'est valable. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec les étiquettes. Parfois, il faut jouer le jeu. Ça, c'est la vie. OK, donc ça, c'était ma semaine. Le temps passe, hein? Ça fait 15 minutes que je parle déjà. Ça, c'était une semaine sur Terre. Prochain topic. Une métaphore parisienne. Alors, c'est quoi ma métaphore pour la semaine? Ma métaphore, c'est l'île de la Cité à Paris. Donc, chaque semaine, dans le cadre de mon livre que je suis en train de créer, et je voulais chercher une image, peut-être je peux le faire devant vous, c'est que, enfin, oui, je vais le faire, d'accord? Donc, je vais chercher une image de Paris, et on va voir de quoi il s'agit. Hop. Donc, on va partager mon écran, et je vais chercher ville de Paris. Je suis un peu bloqué par le... Est-ce que je peux bouger ça? Oui. Je bouge un petit truc pour pouvoir voir l'adresse. Et donc, Paris, plan. On va voir ce que ça donne. A priori, ça donne un plan de Paris. Bon, même si c'est Google, c'est pas grave. Donc, Paris, il ressemble à ça, une sorte de noyau. En fait, c'est une sorte de pois. Moi, je crois que c'est une sorte de pois, comme petit pois, et j'utilise ça. Vous savez, les Américains, ils appellent New York le Big Palm, la grande pomme. Je ne sais pas si ça ressemble à une pomme ou pas, mais moi, j'appelle Paris la grande P, le Big P, la grande petit pois, parce que ça ressemble à une petit pois. En tout cas, ça, c'est Paris. J'espère que vous voyez ça. Ça, c'est Paris. Et on voit tout au milieu, il y a l'île. En fait, ce que je voulais, en fait, c'était les arrondissements. D'accord? Donc, Paris, arrondissement, plan. Allez. OK, on va prendre ça. Je vais y arriver. Peut-être, peut-être pas. OK. Bon, c'est un peu petit, mais je voulais un peu plus gros. Allez, ça c'est plus gros. Vous voyez en fait Paris. On ne voit pas le noyau. On ne voit pas le... ouais. Là, on voit mieux, mais c'est tout petit. Ce que je veux dire, c'est qu'au milieu de Paris, il y a l'île de la Cité. L'île de la Cité, c'était Paris. Avant, c'était Paris, ça. Vous voyez, là, au milieu, il y a l'île. Paris s'est construit sur l'île. Et petit à petit, ça a grandi. Ça a devenu de plus en plus grand. Et, bon, les arrondissements ont été inventés et créés plus tard. Mais en fait, les arrondissements font comme un escargot, comme ça, qui entoure l'île de la Cité. Je vais revenir au cas où c'est pas très intéressant. Donc, l'île de la Cité, au milieu, c'était Paris, protégé par la rivière. Et petit à petit, ça a grandi. Il y avait des settlements, des gens qui ont commencé à mettre les bâtiments sur les rives et ils ont mis les murs. Mais après, Paris est devenu trop grand. Ils ont commencé à construire même les trucs en dehors des murs. Donc, ils ont détruit ces murs-là. Ils ont créé d'autres murs plus grands, etc. Donc, ça a grandi comme ça. Et à un moment donné, on a créé des arrondissements aussi. Donc, Paris, avec l'île de la Cité au milieu, ils ont créé des arrondissements c'est vraiment comme 1, 2, 3, 4. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comme un grand escargot. C'est quoi la métaphore?
c'est que comme l'île de la Cité, c'est le Paris original, le Paris parfait, on va dire. Et ça ressemble un peu à un diamant, d'accord? Et c'est complètement entouré par les arrondissements. On peut dire que c'est complètement perdu, même si c'est toujours protégé, en quelque sorte, ou séparé par la Seine. La vie, c'est un peu comme ça. Quand on est né, on est innocent, certes, mais on est parfait. On n'a pas été pourri par la vie. Quand je dis pourri, la vie, c'est merveilleux, mais on n'a pas été pourri par toutes ces étiquettes, par toutes ces croyances, par tous les besoins de conformer. Pendant 2 ans, ça baigne, tout va bien, personne ne nous dit quoi que ce soit. On peut tout faire parce qu'on est un enfant. Il ne sait pas, il est en train d'apprendre, on dit. Et petit à petit, à partir de quoi, 2 ans peut-être, on commence. Jusque-là, tout allait bien. Il pourrait peindre les murs. Oh, c'est mignon, regarde ce qu'il a fait. Oh, il a vomi partout. C'est pas grave, chérie, etc. Mais à partir de 2 ans, peut-être, on commence à dire, ah non, oh, ça c'est pas bon ça. Un enfant qui avec beaucoup de choix, voulait sortir la joie infinie qu'il avait à l'intérieur en peignant les murs. Il ne savait pas que là où il pourrait peindre s'arrêter au bord du papier et il ne continuait pas sur les murs. Il n'a même pas une conception d'une différence entre lui et les murs et le papier. Ça n'existe pas. Il est en train de prendre. Il est en train d'endosser l'idée qu'il est séparé du reste du monde. Et par exemple, à un moment donné, il peint sur les murs et paf, non, je ne dis pas que c'est ça, mais qu'est-ce que tu as fait? Tout d'un coup, c'est pas si sympa d'être un petit enfant. Ah, il n'aime pas ça. Hein? Et moi non plus, je n'aime pas ça. Ça me fait peur. Et donc, il commence à avoir peur, et il commence à... Et pour faire court, ça arrive de plus en plus. À l'école, par exemple, pour être un bon enfant qui rend ses parents fiers, il faut apprendre comment se comporter en société. Mais tout ça, c'est de se nier ses instincts originaux. On se rend compte qu'on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut dans la vie. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose parce que notre société n'existerait pas s'il n'y avait pas ces règles-là. C'est clair. En même temps, ça tue la petite personne qu'on était. Ça couvre le diamant qui était l'île de la Cité. Ça couvre, ça encaisse, ça encrasse. Et autre mot comme ça, ce qu'on était, la brillance qu'on était, devient de plus en plus, envers l'âge d'adulte, encrassé par ces limitations, ces croyances, les mœurs de la société, ces idées de ce que c'est d'être un bon être humain dans notre société aujourd'hui. On peut dire que c'est, oui, mais où est le problème? Eh bien, le problème, c'est que on a été tellement programmés pour être un bon être humain dans notre société, on a oublié qui on était originalement. On a perdu l'étincelle, l'éclat de ce petit diamant intérieur qui est toujours là, qui est toujours protégé par la scène, toujours protégé par une sorte, comme un Harry Potter, un truc imperméable et invisible. C'est toujours là, mais on ne le voit plus. Et à un moment donné, ça peut être à 22 ans, ça peut être à 40 ans, ça peut être à 50 ans ou 60 ans. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils voudraient faire vraiment. Ils ne s'épanouissent pas. Et ils ne savent pas pourquoi. Et parfois, et ça c'est le mouvement du développement personnel, parfois ils se rendent compte, ou ils commencent à poser des questions difficiles. Qu'est-ce qui se passe? Et après, ça peut être le début de toute une séance de voir les spécialistes, de faire des stages de développement personnel et tout ça. Et tout ça, c'est pour enlever ces couches qui ont été collées sur nous, pour revenir au diamant intérieur, qui est toujours parfait, mais on a perdu de vue.
Donc, ça, c'est ma métaphore pour Paris et l'île de la Cité et la Seine, vue comme le diamant intérieur. C'est nous qui est parfait, qui est de plus en plus couvert par les arrondissements, ou bien par ses croyances, par ses besoins de conformer. Et bien sûr, on ne peut pas d'un seul coup faire exactement ce qu'on veut. On a des obligations, mais on peut commencer. La première étape, c'est de se rendre compte de ce qui s'est passé. Et la deuxième étape, c'est de commencer à enlever les couches les plus néfastes. Je vais revenir vers ça dans une autre section. Là, on est à la troisième section, et c'est les provocateurs des pensées. Aujourd'hui, je vais parler dans cette section où je parle souvent des livres. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un livre qui s'appelle Jonathan Le Goéland. En anglais, ça s'appelle Jonathan Livingston Seagull. C'est une très, très jolie conte. C'est un peu dans l'esprit des fables ou des livres par Paulo Coelho, des trucs comme ça, c'est ça, qui a fait L'Alchimiste. C'est pour apprendre les choses sur la vie, les choses profondes, par les contes très, très simples, les fables. Et c'est pas ce livre-là, mais c'est le deuxième livre par cet auteur, Richard Bach, que je vais vous parler. Ça, c'est l'auteur Richard Bach. Et donc, Jonathan Livingston Seagull, Jonathan le Goéland, c'est l'histoire d'un goéland dans la famille. Et lui, sa défaut, le truc qui donne l'histoire, que ce soit une histoire, c'est qu'il voulait aller hors j'allais dire les chemins battus, mais c'est plutôt les couloirs aériennes classiques. Il voulait voler plus haut, il voulait voler plus loin, il voulait voler plus vite. C'est pas cette histoire-là que je parle aujourd'hui, mais vous voyez un peu de quoi il s'agit. Le deuxième livre par cet auteur, ça s'appelle Illusions. C'est le sujet d'une photo que j'ai fait. Je vais vous montrer dans la prochaine section. J'ai fait une autoportrait que je fais tous les 10 jours pour que les gens me voient en train de mourir créativement. C'est pas exactement l'égoïsme. Donc, illusion. Non, je vais vous montrer. Allez. Donc, l'autoportrait, c'est là. Vous voyez? Ça, c'est moi. Je n'ai pas l'air trop heureux, mais bon, c'est comme ça. Illusions. Les aventures d'un messie reluctant, je ne sais pas comment dire, qui n'a pas trop envie d'être un messie. Je ne parle pas du mec de foot. Hein. Et c'est très sympa. En fait, c'est plus mûr que Jonathan le Goéland, qui était assez... C'était simple, mais c'était facile. C'était profond, mais c'était facile. Et il a appris de ce processus, exactement comme j'ai appris en créant et en publiant l'idée de créer une liste de toutes les techniques bizarres le développement personnel. Bizarre, c'est subjectif, on est d'accord. Et j'ai appris en le faisant qu'en fait, c'était pas ça que je voulais faire, pas tout de suite, et peut-être d'une autre façon. Lui, il a écrit ce livre après le succès énorme de son premier livre, le petit fable très très simple, mais profond, sur le goéland. Ça, c'est après. Et là, c'est encore, c'est pas plus fort, mais c'est hyper intéressant parce que il a vécu ce succès. Il n'était pas connu, bien sûr. Il a écrit ce truc, c'est devenu un classique. Et il a écrit ça après. En essayant de comprendre ce qui s'est passé, en quelque sorte, il est devenu une sorte de messie avec ce livre, le livre qu'il a fait avant. C'est devenu un classique comme L'Alchimiste. Mais ça pose la question. Et donc, il a réfléchi et il a créé un deuxième livre, mais il y a plus de texte. C'est comme ça. C'est une jolie histoire, très jolie, c'est pas long. Et il y a un truc comme ça. Parce que dans ce livre, il découvre un livre, parce qu'il rencontre un messie qui ne veut pas l'être. Il a décidé de laisser tomber le boulot de messie et de
ou de sage et d'aller voler un avion et donner des trajets en avion pas chers pour les gens. Il cherchait des champs, il s'atterrissait dans un champ et il faisait ça comme travail. Mais ce mec, il était un messie qui en avait marre. Il a décidé de ne plus faire ça. Ça, en quelque sorte, c'est pour montrer qu'on peut faire ça aussi, on peut faire ce qu'on veut. Et il trouve le livre de ce mec, c'est Comment être une messie, un truc comme ça. Et de temps en temps, il lit le livre. Il ouvre le livre à n'importe quelle page et il voit ce que ça lui dit. Et il trouve des petites citations comme ça. Je ne vais pas les lire comme ça. Et l'histoire continue et il trouve un lien entre ce qu'il dit le livre, là où il ouvre, et sa vie. Je vous le conseille. C'est concis, c'est pas long, mais c'est profond. C'est très, très sympa. Alors, cette idée d'ouvrir un livre, j'ai des livres comme ça. Tu es censé d'ouvrir le livre, tu lis le jour, la page du jour, et tu vois ce que ça donne. J'aime bien. J'aime bien le rapport qu'on fait avec une citation tirée un peu au hasard et ce que ça fait dans notre propre tête. C'est un peu ce que je fais maintenant. Je le dis et je vais le redire. Ce que je dis, ce n'est pas le plus important. J'essaie de ne pas dire n'importe quoi. J'essaie de dire des choses, de partager des choses avec vous qui ont un sens, qui servent à quelque chose en soi. Sinon, je pourrais juste être là à chanter, là, là, là. Si je chante bien, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à regarder les gens, à écouter les gens qui font les sons avec leur bouche, un peu bizarre. Vous voyez, c'est bizarrerie après bizarrerie, la vie. Mais moi, mon truc, c'est de partager des petites histoires que j'espère vont être intéressantes pour vous. Mais, encore plus important que ce que je dis, que l'histoire que je vous raconte, de l'idée que j'ai eue, c'est ce qui se passe dans votre tête, inspiré par ce que j'ai dit. Avant, c'est comme le pub pour Afflux, mais ça c'était avant. Avant, je me moquais grave des techniques comme l'astrologie. Vous voyez, lire dans les étoiles. Alors, tu es né quel jour? Oui, mais à quel moment? Il faut besoin de l'heure. Et vos parents, ils étaient nés quand? D'accord, donc à ce moment-là, il y avait la constellation de Cancer et Cygnus et je ne sais pas quoi. Et il y avait je sais pas, Mars qui montait, Vénus qui tombait et le Soleil qui faisait le tricotage dans le coin. Après, il y a des trucs comme le tarot, vous savez, les cartes. Tu tires une carte au hasard, ou 3 cartes, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux. Et tu regardes les cartes. Chaque carte, c'est symbolique. Et alors, ça veut dire que, je crois que, bon, ça peut être littéralement inventer tout, lire l'avenir, entre guillemets, ou ça peut être plus intelligent pour faire parler des gens. Ce que je fais, c'est faire parler les gens. Je fais parler les gens. Et ça peut être en leur montrant un tableau, ça peut être en leur demandant de choisir une couleur, peu importe en fait. Et je me suis rendu compte que je fais exactement la même chose que les gens avec l'astrologie ou le tarot. Pas exactement la même chose. Si j'essaie de lire leur avenir et dire ce qui se passe, je ne fais pas ça. Du tout. Mais j'utilise n'importe quoi pour les aider à parler. Un exemple que j'ai donné récemment, c'est que ça peut être demander à un enfant, et pour les enfants, ça marche à merveille. Eux, ils vivent dans un monde imaginaire. Ils passent par la symbolique. Ils ne voient pas l'incohérence. Et ça les aide à sortir les vérités. Donc, un enfant, tu pourrais demander à... Moi, j'adore les arcs-en-ciel. Tu pourrais demander à un enfant à regarder ce tableau-là. Tu pourrais leur dire ce qu'il en pense, ce qu'il voit, ou je pourrais leur demander leur couleur préférée. Juste en indiquant le tableau. Déjà, ça leur met dans un monde non verbal, c'est-à-dire on approche les émotions sans dire aujourd'hui, on va parler des émotions. Tu aimes les couleurs là? Il ne faut même pas imposer non plus. Il faut
faut même pas supposer qu'ils aiment les couleurs ou le tableau. Il ne faut pas dire, est-ce que tu aimes ce tableau? Tu pourrais. Faut pas dire, il ne faut pas dire. Mais j'ai tendance à dire, tu vois le tableau là? En fait, il y a un autre tableau là, regarde, juste en bas. Tu peux dire, voilà, tu vois les tableaux, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Il y a des tableaux que tu aimes là, parmi ces deux-là, il y a des tableaux que tu n'aimes pas? Ah ouais, tu peux dire pourquoi tu l'aimes. Je peux dire, qu'est-ce que tu vois là? Ou je peux dire, si je dis pourquoi tu l'aimes, là, ils vont sortir des choses. Là, je digresse un peu. Ils vont sortir des choses et on peut aller plus loin. Je peux dire, quelle couleur aimes-tu? Bon, si je choisis le rouge, on peut dire, pourquoi le rouge? Ah ben, parce que c'est la couleur du cœur. Ah, d'accord. Et tu aimes les cœurs? Oui, j'aime les cœurs. D'accord. Tu penses à quoi quand tu penses à des cœurs? Tu penses à maman. D'accord. Tu penses à d'autres personnes ou que maman? Non, maman. D'accord. Après, on peut aller plus loin, tu vois, demander qui, si tu sais qui est dans la famille, et elle pense à maman, mais elle ne pense pas à papa, ou le contraire. Et quand tu penses à papa, qu'est-ce que tu vois? C'est quelle couleur pour papa? C'est le violet parce qu'il est bizarre. Donc, pourquoi j'ai dit c'est ça? Oui. Donc, cette idée je parlais de ce livre-là, cette idée oui, avec les citations, les trucs tirés de ce livre imaginaire, était censé avoir quelque chose par rapport à ta vie. Maintenant, j'y crois. Maintenant, j'y crois. Tu ne crois pas hein, qu'on peut lire l'avenir? Ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est toujours défini comme du grand n'importe quoi dans ma tête. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais, bon. Mais l'idée d'utiliser tout ce que tu as autour de toi pour te libérer, ça me va très, très bien. Ce n'est pas à moi de dire ou de savoir ce qui va déclencher quelque chose en quelqu'un. Comment je peux savoir? Donc, je l'ai fait parler et on commence à voir ce qui peut être intéressant à poursuivre. Conseillé, fortement conseillé, Illusion, par Richard Bach. Conseil du jour, de la semaine. On a 20 minutes et on est à numéro 4 déjà. C'est très bien. Si vous êtes en train de regarder cette émission hebdomadaire, vous pouvez assister en live. C'est fait pour. Vous pouvez poser des questions. Je voudrais bien discuter ces sujets avec des vrais êtres humains. Donc ça, c'est je démarre. Donc, il n'y a pas encore des gens qui savent que je fais ça. Je suis en train de faire cette démarche-là. Donc, avec plaisir, partagez ces vidéos, ces liens et surtout, invitez des gens et vous aussi de venir me rejoindre. Normalement, c'est le week-end, samedi ou dimanche. Et pas seulement je vais parler des choses, mais vous pouvez donner votre vie. C'est comme ça que je voudrais que ça se passe. Numéro 4, c'est une sélection créative. Là, aujourd'hui, maintenant, ici et now, je vais parler de mes créations de la semaine. J'ai pas peint, j'ai pas créé de la musique, sauf chanter dans la douche, non, ça compte pas. Les poèmes peut-être, et surtout les photos. Je continue avec mes photos quotidiennes et mes petits textes sur Paris et ce qu'on appelle les memes Internet. Je vais vous montrer. Ça, c'est mon écran. Et ça, c'est... Est-ce que vous voyez ce petit truc-là dans l'écran que je peux bouger? J'espère que non. OK, donc ça, c'est mes photos de la semaine. Ça, c'est la photo que j'ai faite avec le livre que je viens de vous montrer. Ce livre-là. Et chaque semaine, non, tous les 10 jours, les numéros dans ma série, quand la dame Eiffel sourit, qui se termine avec un 1, qui ressemble à je en anglais, I. Je fais une autoportrait pour que les gens me voient en train de mourir créativement. Et ça, c'est l'autoportrait de ces 10 jours-là. J'aime bien. J'aime bien. J'ai mis le livre un peu comme un miroir. Si c'était un miroir, on aurait vu les deux côtés deux fois le même côté de mon visage. Donc c'est un peu cette idée-là avec illusion, sauf que c'est le livre. On voit très très faiblement
le reflet de mon visage dans la couverture, qui brille un petit peu. Et il y a la plume, qui est un symbole qu'il utilise dans le livre, peut-être un peu comme le diamant dans le cœur de Paris, le cœur de nous tous, le diamant qui est toujours là. Dans la même idée, vraiment la même idée, j'ai fait cette photo que j'adore. Devine qui c'est? Devine qui c'est? Vous voyez, c'est mon fils. Mais comment vous savez? Et j'adore parce que on était à Paris, on était dans le 13e, je crois. Très intéressant comme quartier, le 13e. Vous savez, c'est là où il y a le quartier chinois, place d'Italie, tout ça. Mais il y a énormément de graffiti, énormément. Ça va être un tout petit graffiti comme ça, où ça va être tout un bâtiment entier. Il y a beaucoup de bâtiments avec ce que j'appelle les culs moches. Les culs moches. Et des énormes murs qui ne servent à rien. Il n'y a pas de fenêtres et souvent, ils sont couverts par des énormes murailles. Murailles, on dit? Murales. Ça, c'est tout petit. Et c'est près de la petite ceinture qu'on allait visiter. Et là, je me suis dit à mon fils, allez, passe en courant et en sautant. Donc, c'est super, c'est comme un petit astronaute qui essaie deux petits astronautes, je me suis dit. Et là, on voit mon fils, c'est le début de la fin de son innocence, malheureusement. Il avait 9 ans cette semaine. Ça m'a touché particulièrement parce que quand j'avais 9 ans, avec les enfants et les parents, je crois qu'il y a 2 moments très, très forts. Il y a le moment où, je reviens vers vous, il y a le moment où tu te rappelles quand tes parents avaient le même âge que toi. Donc, si j'ai 53 ans, non, par exemple, quand j'avais 40 ans, je me suis rendu compte que quand mes parents avaient 40 ans, et j'essaye de me rappeler d'eux, pour moi, ils paraissaient beaucoup plus âgés, je crois. Je ne pouvais pas imaginer que eux, à cette époque-là, ils étaient comme je suis maintenant. Je ne sais pas ils étaient aux mêmes étapes. Non, ce sont des êtres humains différents. Mais cette idée, c'est frappant que mes parents, quand j'avais ce jour-là, mes parents avaient l'âge que j'ai là. Et là, ça fait réfléchir déjà. Et l'autre chose, c'est quand tu vois tes propres enfants et tu te rappelles d'avoir le même âge que lui ou qu'elle. En l'occurrence, je vois mon fils là, il avait 9 ans cette semaine. Et quand je partage mon écran, j'espère que vous voyez les photos là. Vous n'êtes pas juste en train de me regarder. Parce que j'ai juste une petite doute. Quand il dit partage l'écran, j'ai des options. Je peux partager l'écran, je peux partager tableau blanc, iPhone ou des fenêtres précises. Bon, je vais faire la fenêtre précise au cas où. Et il avait 9 ans et je me suis rappelé de quand j'avais 9 ans, quelques mois auparavant, ma mère, en retournant à la maison, m'a dit « Tiens, est-ce que tu voudrais aller vivre en Australie pendant 1 an ?» Parce que mon père, il allait échanger du boulot avec une Australienne. Et j'ai dit oui. Et donc, mon 9 ans, anniversaire, j'étais à Singapour. Pour le 2e anniversaire, j'étais de retour, j'étais en Thaïlande. Donc, ça frappe vraiment. Je vois le petit garçon que j'étais. Je ne me rappelle plus comment j'étais. Mais là, j'ai une idée. Et ça fait réfléchir, ça fait quelque chose là. Et tu te rends compte que la vie continue. Tu agis. C'est un mot, ça. Tu vieillis, quoi. Et ça te donne, si on voit ça positivement, ça te donne beaucoup plus d'énergie et de volonté d'aller vers l'avant ou d'être heureux là où tu es. Parce que tu vois la vie passe. Pour la première fois, non. Mes parents, ils ont 78 ans ou 70 ans. C'est ça? Moi, j'ai 50 ans. Bientôt, il va avoir 40 ans.
Et pour la première fois, qui m'a vraiment frappé, ma mère a dit, ils déménagent, les parents, vers une jolie partie de la Grande-Bretagne, dans les lacs, les montagnes. Oui, on a des montagnes en Angleterre, pas très grandes, juste. Et ma mère a dit, on veut inviter des gens, venir nous voir. Et on est conscient du fait que ça va être sûrement nos dernières 10 années. Nos dernières 10 années. Et ça frappe quand même. Quand tu entends dire, tes parents dire ça, ça frappe. Et voilà. Ah oui, donc j'ai écrit un texte, comme d'habitude, mais j'ai aussi écrit un de mes mimes, comme ça. Et là, j'ai mis, alors c'est en anglais, mais ça parle vraiment de ce qu'on vient de dire tout au début. J'ai dit en anglais, The gift of enlightenment is in high demand these days. Enlightenment, c'est être éveillé, être éclairé, c'est-à-dire de voir la lumière en quelque sorte. Éveillé, on peut parler des définitions de ça dans une autre vidéo, mais c'est l'idée d'être en paix avec soi-même, on peut dire ça. Mais on dit éclairé, c'est-à-dire avoir beaucoup de lumière. Et tout le monde veut ça. Non, pas tout le monde. Il y a énormément de gens qui pensent absolument pas à ça. Mais dans le cercle où je suis, souvent, il y a des gens, soit ils cherchent ça, ils veulent être éclairés, ils veulent voir plus clair, ou ils ne voient pas clair du tout, mais ils ont l'idée qu'ils pourraient voir plus clair. Donc, c'est assez à la mode, cette idée. Et là, je dis, the crazy thing is, we've already got one. Ce qui est fou, c'est qu'on l'est déjà. Là, je dis, le cadeau de l'éclaircissement est beaucoup demandé, très recherché en ce moment. Ce qui est fou, c'est qu'on en a déjà, on l'a déjà. Il est caché sous un autre cadeau très chouette qu'on nous a donné quand on était gosse. L'assombrement. J'ai inventé un mot en anglais, endarkenment. C'est le contraire de enlightenment. Donc, le contraire de l'éclaircissement, c'est l'assombrissement. Je ne sais pas si c'est vrai, mais vous allez voir, vous voyez ce que je veux dire. L'assombrissement. Et mon idée, c'est que avant d'être éclairci, il faut se rendre compte qu'on a été assombri. On cherche l'éclaircissement. On cherche la lumière à l'extérieur. En cherchant les livres, j'ai trouvé, lis ce livre, regarde cette vidéo, il faut assister à ce séminaire. C'est vraiment super, blablabla. On croit qu'on va trouver, on va voir la lumière à l'extérieur. Ça peut nous aider. Mais le vrai truc, c'est qu'avec toutes ces couches qui ont été appliquées à nous en tant qu'enfants, ça a assombri le diamant qui brille. Donc, en fait, ce qu'il faut faire pour briller, pour être éclairci, en fait, on éclaircit de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour faire ça, il faut enlever l'assombrissement qui nous a été appliqué. Comme les couches d'un oignon, les feuilles d'un oignon. On fait comme ça et on révèle ce qui était à l'intérieur et c'est la lumière. Ce diamant, c'est la lumière. Donc, c'est bel et bien de parler d'éclaircissement. Mais on croit qu'on cherche une lumière pour nous éclaircir ailleurs, à l'extérieur. Mais c'est à l'intérieur. Je crois ça. Je crois ça pour l'instant. Je suis jamais fixe, mais ça me paraît très bien. La lumière que je cherche, c'est à l'intérieur de moi. Ça a été assombri par des années de conditionnement. Il faut enlever ces couches qui nous ont été appliquées, ces étiquettes, ces croyances limitantes, si on veut utiliser une phrase assez à la mode. Et comme ça, on va briller naturellement et on va éclaircir la vie des autres pour les aider eux-mêmes à trouver leur propre lumière intérieure. Là, je rentre dans la langage spirituel et tout ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, on a peut-être 10 minutes, limite 10 minutes.
Oui, donc mes photos, il y a ça, j'adore. Ça, c'est assez sombre. Si on parle de l'assombrissement, regarde-moi ça, cette photo-là, j'adore. C'est Paris parce que, regarde là, il y a la Tour Eiffel. Et j'ai décidé de focaliser sur la Tour Eiffel en la réduisant à presque rien. Complètement dominé par ce ciel magnifique. J'ai traité la photo, bien sûr, c'est mon truc. J'essaie de créer les images à mi-chemin entre la réalité souvent beaucoup trop triste et une sorte de tableau abstrait. Et je suis très heureux avec cette image. J'aime beaucoup. La Tour Eiffel dominée quand même par la grandeur de la nature. On a beau créer des bâtiments très très hauts et tout ça, impressionnant de là en bas, mais c'est comme un cheveu qui, sur une peau qui pointe vers le ciel. C'est pas plus signifiant que ça dans la grande réalité de tout. Quoi d'autre? J'ai fait un truc avec une publicité. Ça, c'est une publicité. J'ai fait un petit discours. Mon article du jour, c'était sur... Ah ouais, j'ai attaqué un peu la publicité. On est entouré, comme les couches, vous voyez, les couches qui nous appliquent les idées que... Bon, je divise l'article en deux, vous voyez. Et je commence à dire, oui, c'est super, on va apprendre plein de choses dans le métro. On apprend tous les dernières modes pour paraître beau ou belle, tous les maquillages pour nous rendre, euh, montrer notre meilleure lumière. On peut apprendre les dernières créations pour boire, pour s'amuser bien. Il y a tous les gadgets, les électroniques, les dernières choses pour faciliter nos vies, pour être encore plus productifs. Après, j'ai dit, ah tiens, quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça que vous attendez de moi? Et dans le deuxième paragraphe, je dis, ah d'accord, vous attendez plutôt que je dise qu'il y a tous ces modes à des prix exorbitants pour avoir l'air encore plus ridicule. Il y a le maquillage, c'est les masques parce qu'on déteste notre propre visage. Il y a tous ces boissons alcoolisées qui détruisent, c'est le poison pur déguisé dans les saveurs artificielles pour nous donner l'impression que c'est l'alcool qui nous donne le plaisir, bien que ça devrait être juste le contact humain avec nos amis. Tous ces gadgets qui nous pourrissent la vie, on passe le 3/4 de notre temps devant un écran en croyant qu'on est en train de communiquer avec des gens. Donc ça, c'était l'article que j'avais imaginé par rapport à la publicité à Paris. Après, petite réflexion sur les rails. Ça, c'est sur la vie. J'ai fait une petite réflexion, une sorte de poème, mais pas exactement, sur... là, j'ai dit, one day your train will pull into the final station, the rails will rust over, and flowers will cover the sleepers. Have a great trip. Traduit dans mon français, c'est un jour, ton train va arriver au terminus, la gare finale. Les rails vont rouiller, devenir rouillés, et les fleurs couvriront alors, les sleepers, c'est les trucs. Sleeper, c'est quelqu'un qui dort. En anglais, il y a deux sens. Sleeper, c'est les gros morceaux de bois qui soutiennent les rails. Ça s'appelle sleeper. Ça dort là, sous les rails. Mais aussi, sleeper, ça s'appelle quelqu'un qui dort. Et parce que je dis que le train va arriver à sa destination finale, c'est une métaphore pour la vie, peut-être vous avez deviné. Les rails vont rouiller, donc on va oublier un peu, les gens vont nous oublier petit à petit. Et les sleepers, c'est les gens qui sont morts, par exemple. Ainsi que les bois qui sont en dessous des rails vont être couverts des fleurs, comme la tombe, on place les fleurs. Et j'essaie de mettre les textes en 2 lignes par 2 lignes, pour donner l'impression des rails. J'aime bien ça. Mais à la fin, c'est quand même positif. Have a great trip. C'est-à-dire, amusez-vous bien en route. C'est-à-dire,
profiter du voyage. T'inquiète pas pour la fin. T'as aucun problème avec le fin. Tu dormirais et tu te rendrais compte de rien. Mais c'est ces moments-là, en ce moment, qu'on se rende compte des choses explicitement, vaut mieux avoir l'impression qu'on est en train de s'amuser. Donc, on est presque fini. Oui, on arrête là avec mes photos. Bizarrerie et curiosité, je ne sais même pas si j'ai... Ah oui, je vais revenir vers vous. Bizarrerie et curiosité, ça ressemble à ça. Et qu'est-ce que j'avais là? J'avais une idée pour ça. Oui, j'ai acheté un truc formidable. Moi, j'avais toujours cette idée de créativité, mais je ne voulais pas suivre les stages classiques. Ça n'aurait pas plu à mon ami là dans la première section, qui sait exactement comment il faut faire tout. Mais j'ai commencé à peindre quand même. J'ai commencé à prendre des photos quand même. J'ai commencé à écrire quand même. Et là, je vais commencer à faire de la musique. J'ai trouvé un truc. Bon, j'ai acheté tous les instruments possibles, les claviers, la guitare et tout ça, la flûte. Mais j'ai laissé tomber. Moi, je veux des résultats immédiats. J'ai la tension d'un pouls. Je saute d'une chose à l'autre. Mais j'ai trouvé un truc formidable. C'est très joli à écouter. Et c'est un tambour musical. Tu le frappes avec le doigt et ça fait un bruit musical. C'est formidable. Mais si tu le tapes dans plusieurs endroits, tu fais un très très joli bruit. Donc je vais essayer de vous montrer de quoi il s'agit et un jour, peut-être, je vais jouer pour vous, qui sait. Donc finalement, je partage l'écran. Je partage Internet, là. Je cherche là. Oui, c'est ça. Donc, regarde-moi un peu ça. J'espère que vous arrivez à écouter. C'est métallique. Il y a plusieurs notes. Il y a beaucoup de façons de frapper le truc. Et c'est joli, quoi. OK? Voilà. Donc, c'est très, très beau. J'en ai commandé un. Ça vient de la Russie. Et j'ai très, très hâte de commencer à faire de la musique. Moi, j'ai l'idée que je vais aller dans les bois ou à côté de la mer, une rivière. Je vais faire mon truc. Je vais redevenir l'homme des bois, que ma fille m'appelle parfois l'homme des bois quand on est en contact. Et je crois qu'elle a un peu raison. C'est tout pour cette semaine. Ça fait 1 heure. C'était un plaisir d'être avec vous. Excuse-moi pour la publicité ici. C'est pas vraiment fait exprès, mais c'est quelque chose que j'ai créé cette semaine pour un salon et je voulais vous montrer que j'avance. Ma philosophie, les gens qui m'ont conseillé, ils ont dit oui, mais c'est pas clair ce que tu fais. Et j'ai un autre, regarde. Est-ce que je peux vous montrer l'autre? J'ai une autre là. Oui. J'apprends donc. C'est la psychopédagogie positive avec l'approche tête cœur corps et l'infinity coaching, réfléchir, explorer, avancer. Ils m'ont rapproché un peu en disant que oui, mais c'est pas clair ce que tu fais. Ils ont raison. Normalement, les gens veulent voir. Est-ce que c'est intéressant pour eux? Et je comprends. C'est peut-être une erreur. Mais en même temps, je ne sais pas ce que je vais faire avec les gens. Comment je peux savoir? Là, je ne suis pas en train de jouer le jeu. Je devrais jouer le jeu pour rentrer en contact avec des gens et puis je peux découvrir ce qui pourrait marcher pour eux. Mais je suis un peu têtu. Voilà. Il faut être têtu parfois dans la vie. Sinon, tu suis les autres tout le temps. Tu deviens un mouton. On devient une nation de moutons. Et si j'ai tort, mais si j'ai raison, ou si quelque chose arrive que j'attendais pas, on va voir.
c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été avec moi pendant 1 heure sur le café infini. J'avais le café, mais j'avais pas les croissants. Zut, c'est pas sérieux ça. J'espère que vous allez revenir me joindre la semaine prochaine. Ça va être dimanche, encore une fois, parce que j'ai ce salon-là de bien-être. Et inviter les gens de venir être live sur cet appel. Ce serait sympa, et vous aussi. J'ai hâte de commencer à interagir avec les gens, même si je vais continuer, parce que, vous voyez, je peux parler. C'est quelque chose que j'arrive à faire. Et on peut continuer à s'automotiver, voir le côté positif et s'amuser bien. À la semaine prochaine, mes amis, et n'oublie pas que je suis sur Internet, Facebook, Infinity Coaching, Coaching Infini, mais c'est en anglais. Ça, c'est le groupe de discussion, c'est en anglais, désolé, mais il y en a qui parlent anglais ici. Et le site web, c'est infinitycoaching.biz, donc infinitycoaching.biz, et vous cliquez sur webinaire, et vous avez des liens directs normalement. Donc on clique, et vous avez les liens directs vers le prochain webinaire. C'est là, vous voyez, dimanche novembre 18, lien direct, en anglais, lien direct. À bientôt, merci d'avoir été là et à la prochaine. Ah, vous ne m'avez pas vu parce que je ne vous avais pas montré l'écran, c'est pas grave. À la semaine prochaine, have a lovely Sunday. Bye bye now.